Salam alaikum, Azul, bonsoir. Nous sommes une société profondément traumatisée, emplie de rancœur, traversée de tics révélateurs. Nous sommes une société qui est toujours en attente d'une thérapie collective. Nous avons trop longtemps trempé dans la haine, la véhémence débridée, la vindicte irraisonnée. Génération après génération et depuis des temps immémoriaux, nous avons été broyés par l'injustice, l'oppression, la servitude, la plus noire misère, le mépris. Et bien souvent, nombreux parmi nous, pour s'en sortir, pour se ménager, ainsi qu'à leur famille, un sort plus enviable que celui de la multitude écrasée, nombreux se sont mis au service de ceux-là même qui opprimaient leurs frères. Et cette attitude a cours jusqu'à aujourd'hui, où l'on voit certains de nos propres compatriotes, surtout parmi ceux qui se disent nos élites, voler au secours du régime qui les nourrit et leur offre des sièges de dignité. Quelle dignité, mon Dieu! D'autres victimes du syndrome de Stockholm se mettent, eux aussi, d'eux-mêmes et en toute bonne foi, au service de l'ogre qui dévore leur nation toute crue. Mais plus que tout, plus que cette servitude volontaire de certains parmi nos compatriotes, plus que cette lèpre de la corruption qui fait des ravages en notre sein et qui s'allie jusqu'à nos relations les uns avec les autres, qui parvient jusqu'à extirper de notre être collectif le peu de valeurs profondes qui nous sont restées, malgré tout. Oui, pire que le repli identitaire, pire que le repli civique, où les Algériens se réfugient désormais dans leur monde familial, derrière leur barodage, dans leur monde d'égoïsme, et cette inféodation volontaire ou compulsive à la propagande du régime. Une perception collective qui brouille l'entendement humain, l'entendement ambiant, et qui nous mène comme autant de troupeaux à croire en ce qui nous a été laborieusement inséminé. Nous avons besoin de nous réveiller à la terrifiante nuisance d'un système foncièrement mauvais, foncièrement malveillant, dont la nature prédatrice exige de lui qu'il cultive la confusion, qu'il fasse planer la menace, qu'il propage les peurs, qu'il attise les haines, qu'il entretienne la division et la discorde. C'est sa seule chance de pouvoir se maintenir à la tête d'un peuple qui s'est réveillé de sa trop longue torpeur et qui s'est éveillé à sa propre force, à sa propre dignité. Enfin, recouvré. Le peuple algérien est en marche pour sa libération. Et pour la première fois de son histoire, n'en déplaise à ceux qui prétendent des choses et d'autres, le peuple algérien s'est levé tout seul, sans qu'il soit besoin de quiconque pour l'exhorter à relever la tête. Il s'est levé comme un seul homme, même si beaucoup de nos compatriotes manquent encore à l'appel. Et il a entrepris de marcher vers l'aube de son destin, avec une inébranlable détermination. Nous le voyons tous les jours, tous les mardis, tous les vendredis. Mais quand le peuple algérien se sera enfin
libéré de l'étreinte mortelle, ce qui ne saurait durer, quand il renaîtra du cloaque où il a si longtemps macéré, sa pérennité et son équilibre sociétal ne pourront alors s'épanouir que si les Algériens décident de faire toute la lumière sur ce qui les a profondément meurtris. Et ils devront le faire au plus loin possible dans leur passé, où l'histoire sera épurée des manipulations et des falsifications qui la dénaturent. Une dynamique vérité et justice sera la seule pierre, la seule véritable pierre d'achoppement de l'Algérie nouvelle. Nous devons tout entreprendre pour tout savoir, ce qui nous a été caché, ce qui a été infligé à un grand nombre de nos compatriotes. Nous devrons affronter notre passé en toute sérénité et sans plus rien dérober à la lumière de l'histoire. يما كتري من الدعاوي ولادك راهم خارجين يمشيو على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعب ليبرالي ليبرالي الشعب يلعب عشرة والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش. Pourquoi le régime est-il soutenu par des puissances occidentales? C'est le titre de notre émission, pardon pour sa longueur. Je ne trouvais pas le moyen de l'exprimer autrement. Et avec nous pour en parler, Hakim Haddad, militant politique, cofondateur du RAJ. Hakim Haddad, merci d'être avec nous. Merci de la nouvelle invitation. On dit Haddad ou Haddad? Haddad, l'Arabia, Haddad sans H. Sans H. J'insiste, en français. Très très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Boukhalifa Ben Mammar, militant politique, néanmoins analyste politique. Merci Boukhalifa d'être avec nous. Bonsoir Jamal. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous dire. Ça serait bien, le jour où on arrêtera de parler de ça, on parlera d'autres choses. Ça veut dire qu'on aura abouti. Qu'on trouvera le temps d'aller faire la sieste gentiment, d'écouter l'eau pétillante. Surtout qu'il y aura d'autres choses peut-être. Voilà, sûr. Il faudra s'atteler à faire autre chose. Construire, par exemple. Oui. Ou plutôt reconstruire. Et avec nous depuis Mostaganem, Aziz Mouatz, journaliste, enseignant, universitaire. Aziz Mouatz, merci d'être là. Merci à vous, Jamal, et mes amitiés à vous inviter, et surtout à Haddad Hakim, qui est un ami très proche. C'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Il était très content quand je lui avais annoncé que vous étiez des nôtres. Eh bien, Aziz Mouatz, nous allons commencer par vous, si vous le voulez bien. Normalement, toute bonne logique, puisqu'on dit qu'entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Il n'y a pas de sentiments, il n'y a que des intérêts. Mais en fait, les puissances occidentales qui soutiennent le régime d'Alger, je ne dis pas l'Algérie, je dis le régime d'Alger, le régime algérien, ou plutôt l'oligarchie militaire, si je peux me permettre. Il sait très bien, et c'est d'une évidence aveuglante, que ce régime est au plus mal, qu'il risque de tomber à tout moment et qu'il risque même d'entraîner tout le pays dans sa chute, à Dieu ne plaise. Pourquoi s'obstine-t-il, la France tout particulièrement, à soutenir un tel
régime, d'après vous? La réponse est dans votre question, si Jamal Din. Les États et les puissances n'ont que des intérêts. La France a des intérêts. Si l'Algérie n'avait pas été un grand pays, si l'Algérie n'avait pas été une grande puissance économique, parce elle possède des richesses, d'abord, elle n'aurait jamais été colonisée, et ensuite, on n'aurait jamais gardé ce lien quasi ombilical avec l'ancienne puissance coloniale. Toutes les puissances, et vous dites puissance occidentale, l'Algérie a aussi des appuis par ailleurs au niveau d'autres puissances. Elle s'appuie essentiellement pour son armement, maintenant pour ses vaccins, sur la Chine et sur la Russie. Ce ne sont pas des puissances occidentales. Donc, dans le concert des nations, l'Algérie, elle s'est fait une place, et c'est cette place-là qui fait qu'on la respecte. Évidemment, on serait tenté de dire pourquoi il n'y a pas d'intervention, pourquoi. Il n'y a pas d'intervention parce que tout simplement l'Algérie a une histoire, l'armée algérienne a une histoire, le peuple algérien a une histoire qui est antérieure à la guerre de libération, mais qui aussi s'est très fortement affirmée après la guerre de libération. C'est un pays qu'on respecte, c'est un peuple qu'on respecte, et bien évidemment, personne ne veut la chute de ce pays, ni la destruction de ce pays. Mais en fait, moi, c'est juste le contraire que je vois. Je vois que les autorités françaises ou l'État français, pour le nommer, ne respectent pas le peuple, parce que le peuple est dehors à demander le départ de ce régime. Et qu'un monsieur Macron, je vais vous lire certaines de ses déclarations. Écoutez bien Aziz Mouatz. Je ferai tout, je le cite, monsieur Macron. Et il ne parle pas du peuple, il parle de son ami, monsieur Tebboune. Je ferai tout ce qui est en mon possible pour aider le président Tebboune dans cette période de transition. Or qu'il n'y a pas de transition. Il est courageux, nous dit-il, M. Macron. Plus loin, on ne change pas un pays, des institutions et des structures de pouvoir en quelques mois. Et plus loin, alors écoutez bien, M. Macron, qui semble tout avaler de ce qu'on lui raconte, de ce que lui racontent certains de ses proches parmi les lobbies qui travaillent pour le compte du régime et qui lui versent ce qu'il faut dans son oreille. Regardez ce qu'il dit, parlant du Hirak, M. Macron. Il y a eu un mouvement révolutionnaire qui est toujours là, sous une forme différente. Il y a aussi une volonté de stabilité, en particulier de la part la plus rurale de l'Algérie. Entre autres, il est en train de nous dire, oui, d'accord, mais la partie rurale de l'Algérie n'est pas dans le Hirak. C'est ce qu'il dit en termes très diplomatiques. Ça fait penser à un certain écrivain de l'Ouest algérien. J'ai pensé à lui quand j'ai dit certaines langues lui versent dans l'oreille ce qu'il voudrait bien écouter. Aziz Mouatz, sur ça, avant de continuer le tour de micro. Mais là, il fait de la réelle politique. Il a un État qui est en face de lui, il a un président qui est en face de lui. Il n'appartient pas au président français ou à n'importe quel autre président de décider pour les Algériens qui doit les gouverner, qui doit les diriger. C'est une affaire intérieure algérienne. Je pense que, et là on va en débattre, j'imagine, dans la suite, il appartient aux Algériens, ceux qui sont dans la rue et ceux qui ne sont pas encore dans la rue, mais les plus nombreux, il leur appartient à eux de s'organiser et d'aller prendre cette citadelle par les moyens les plus démocratiques, comme se sont construites toutes les autres nations. Moi, je ne vois pas pourquoi on demande à ce que le président français ou un autre président appelle à autre chose. Il n'en a pas ni le droit ni le pouvoir. Non, personne n'a dit quelque chose de pareil. On n'a pas demandé au président Macron d'intervenir, bien au contraire. On lui a dit de ne plus se mêler des affaires algériennes et de ne plus soutenir un régime qui est en train d'opprimer le peuple algérien, qui a volé sa légitimité et qui refuse de lui restituer sa pleine souveraineté sur son propre destin. Restez avec nous, Aziz Mouatz. Alors, Boukhalifa Ben Mammar, sur cette question. Alors, moi je dirais, la réponse peut se situer sur deux niveaux. C'est-à-dire que d'État à État, enfin d'État à quelque chose qui a l'apparence d'un État. Donc, à la limite, chacun joue la partition qu'il doit interpréter. Je pense que le reste, c'est à la société algérienne dans son ensemble, à ses organisations, à ses
Je ne vais pas dire à ces élites, je récuse ce terme-là, en concept et en définition, mais je pense qu'aussi c'est à la société à travers tous les courants d'expression dont elle dispose, le monde associatif, les acteurs qui sont organisés ou plus ou moins organisés, d'user et d'abuser de ce que le droit au sens national et international lui permet de faire. Mais en matière de lobbying, Boukhalifa, vous savez très bien qu'ici en France, le lobbying qui se décline à tous les tons du lobbying en France, auprès de l'État français pour le préparer favorablement à l'endroit du régime algérien, vous savez très bien que ces lobbies-là demandent énormément d'argent. Et les lobbies pro-régime algérien, ici, sont très riches, au point où ils offrent des contrats, qu'ils offrent des ponts en toutes sortes de tractations, où ils financent des partis politiques, où ils financent des personnalités politiques, des campagnes électorales. Or, ces élites, ces vraies élites dont vous parlez, que vous ne voulez pas citer en tant que telles, elles sont démunies, elles sont désargentées. Oui, mais... Ici, en France, elles ne peuvent rien. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a tout un travail de démystification qu'il y a lieu de faire. C'est-à-dire qu'à la limite, il y a un travail sur le plan pédagogique à faire, et puis je pense que sur le plan du droit, il y a une possibilité. Alors, dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire pour éviter tout conflit d'intérêts, on déclare pour qui on fait du lobbying. Absolument, voilà, ce n'est pas le cas ici. Enfin, ici, ce n'est pas le cas. Les circuits opaques des flux financiers restent quand même dans l'opacité la plus totale. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, le peuple algérien est en train de mener une lutte pacifique, mais d'un autre côté, il y a un travail qui se fait en parallèle, il y a des balbutiements qui se font. Aujourd'hui, quand on interpelle un haut responsable, pour ne pas le nommer, le cas de l'ancien secrétaire général du FLN qui n'est plus en France mais qui est parti en Espagne, quand on avait dénoncé le petit appartement, qui en réalité c'est un lampiste, hein, le petit appartement pour la coquette somme de 800 000 ou 900 000 euros, qui n'est que la partie visible du gros iceberg, sur le détournement c'est-à-dire de la richesse d'un pays comme l'Algérie. Et ce que vous pointez du doigt, le phénomène du lobbying pro-régime algérien fait partie en perspective de tout ce réseau France-Algérie, France-Afrique. Oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont les bases ont été jetées il y a une soixantaine d'années. Oui. Lors des décolonisations. Oui, et puis ça a été anticipé, pour ne pas le citer, je n'aime pas me répéter, mais je vais le dire aussi, c'est une littérature qui est intéressante à lire. En France, vous avez ce qu'on appelle l'Institut des hautes études de la défense nationale, où vous avez des auditeurs à longueur d'année, on y traite de tout, de la géopolitique, de la géostratégie. Qui c'est qui transite au titre d'auditeur? Vous avez des premiers ministres, vous avez des ministres, et ça depuis le début des années 50, depuis la fin des années 40. Oui, mais sauf que là, on gère vraiment... Là, c'est vraiment organique, quoi. Oui, bien sûr. C'est formel. Oui, et puis ça, les gens qui en sortent ont une réflexion somme toute froide. Et toutes sortes de questions sont débattues. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une projection sur des études de cas toutes simples. C'est des études de cas toutes simples. On imagine les scénarios les plus improbables et on sort avec quelque chose, avec un modus operandi. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de nous approprier ce que nous offre le droit national et international, que ce soit ici en France, ou en Europe, ou en Algérie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse... Le bond qualitatif du mouvement révolutionnaire doit aller dans ce sens-là aussi. C'est ce que vous faites très bien d'ailleurs dans votre organisation, celle à laquelle vous appartenez, même si c'est dans un autre registre. Oui, bien sûr. Riposte internationale. Oui, on le fait. C'est dans le registre du droit, des droits de l'homme. Bien sûr, parce qu'à un moment donné, je pense que non seulement ce qui se passe chez nous est quand même doit interpeller la conscience la plus élémentaire en termes... Bon. Est-ce que l'État français, c'est-à-dire qu'en tant que pouvoir,
il a fait ses choix. Il a fait ses choix. Ce n'est pas des choix qu'il a fait contre le peuple. Il a fait des choix qui sont liés c'est la raison d'État qui prime. Et nous allons parler justement de cette fameuse et bien commode raison d'État. Hakim. Oui, rebonsoir et vous me permettez un salut spécial à mon ami Aziz Moued. Vraiment que je suis très heureux et ça me réchauffe le cœur de participer à cette émission avec lui, entre autres avec lui. Entre autres, j'ai dit, monsieur camarade Boukhalifa. Juste avant d'entamer ma réponse à votre question très importante, moi je voudrais pointer aujourd'hui qu'on est le 17 mars. Et le 17 mars, ça fait 1 an qu'il n'y a plus de vol. À cause bien évidemment des problèmes de Covid, etc. 17 mars. Oui, le 17 mars. La suspension officielle des vols. La suspension, voilà. D'accord. Et je voudrais juste attirer l'attention, saluer, mais aussi participer à ces voix qui commencent de plus en plus à se faire entendre, et j'espère qu'ils se feront entendre le plus vite possible, du rétablissement des vols de l'Algérie vers l'extérieur, parce qu'il y a des gens qui doivent rejoindre leur famille. Je ne vais pas m'étaler sur cette question ici. Si, c'est très important parce qu'on apprend qu'il y aurait 70 000 Algériens qui ne pourraient pas rentrer. Mais allez-y. Et également les vols de France ou d'ailleurs, du reste de l'Europe ou d'Amérique vers l'Algérie. Voilà, parce que ça fait maintenant 1 an et non seulement les choses ne s'arrangent pas, mais elles sont pires. Nous sommes en plein mois de mars, moi-même le premier parmi d'autres, sommes coincés ici en France et ne pouvons pas rentrer au pays, tant pour nos activités professionnelles, familiales et autres. On ne va pas parler de ceux qui sont touchés par le malheur. Donc je pense que c'est très important de pointer ça aujourd'hui. Les dates, des fois, c'est un peu... ça fait 1 an. Voilà, et donc, merci de l'avoir rappelé. Ça suffit, et je pense qu'il va falloir de plus en plus, y compris à la place de la République, en faire entendre la voix des Algériennes et des Algériens, sachant également, juste sans vouloir m'attarder sur cette question, mais qui me paraît importante, les nouvelles mesures prises et appliquées par le ministère de l'Intérieur en Algérie, d'empêcher de sortir, parce qu'il leur faut une autorisation délivrée par le ministère de l'Intérieur. On se croirait dans les années 70, les années de sortie. Voilà, Boumedienne, des personnes, des familles qui doivent rejoindre les leurs établis à l'étranger et qui en sont empêchés depuis des mois. Donc ça me paraît très important de commencer à en parler. Pour en revenir, et je pense que c'est également lié d'une manière ou d'une autre, parce que la France fait un peu pareil avec les ressortissants algériens qui doivent venir rejoindre les leurs après des mariages, des regroupements familiaux, etc. Oui. Elle retarde au maximum les choses. Oui. Donc, moi, comme mes amis précédents, comme mes amis qui m'ont précédé à la réponse de cette question, ce n'est pas nouveau. Et encore une fois, bien évidemment, les États défendent leurs intérêts. De manière générale, effectivement, il y a, en ce qui concerne la France et l'Algérie, en tout cas les deux pouvoirs, une spécificité qu'il n'y a pas probablement et qu'on ne retrouve pas avec d'autres, due à l'histoire, due à toute, excuse-moi l'expression, à toutes les manigances. Donc, de ce côté-là, du côté des rapports d'État à État, je dis bien d'État à État, chacun défend ses intérêts et il n'y a rien, surtout en particulier dans ce monde capitaliste, voilà, il n'y a rien à redire de ce fait pour un État qui défend ses intérêts et donc les intérêts de son peuple. Mais par contre, il y a effectivement à dire sur les velléités de la France particulièrement et en Algérie, mais également en Afrique, la fameuse France-Afrique, de vouloir absolument continuer à rester d'une manière ou d'une autre maîtresse ou maître de la situation en Afrique et en Algérie. Il y a, en ce qui concerne, et c'est ça qui est très important, je pense, qu'il y a une uqda, il y a un nœud, ceux qui décident pour l'Algérie, ou ceux qui chuchotent aux oreilles du président et de différents présidents, pas seulement Macron, oui. À mon avis, sont encore dans le registre des années 50, le registre des années 60, pensant que c'est encore leur précaré. L'Algérie et d'autres parties de l'Afrique sont leurs précarés et ils en sont encore là. Voilà, ils n'ont pas adapté leur logiciel à l'après-indépendance et encore moins aux années... Mais nous allons y revenir pour voir où sont les intérêts de cette chasse gardée, de ce... on va essayer de voir s'il y a un réel intérêt. Nous allons y revenir dans un petit moment. Alors, nous allons d'abord écouter monsieur... Rappelez-vous, monsieur Hollande.
Quand il est venu en Algérie juste après le deuxième. C'est ça, hein, 2015. Vous avez été marqué par ça. Ah, marqué. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les gens ont commencé à dire « Mais pourquoi il nous l'impose encore alors qu'il est malade ?» C'était après son AVC de 2012 ou 2013, je ne me rappelle plus. 2013. Alors, et M. Hollande arrive juste après l'élection. Tout le monde sait que Hollande a pesé de tout son poids pour que ce mandat passe. Et il arrive en courant, c'était le 4e mandat, hein. Il arrive en courant et regardez ce que dit. Il arrive à Alger juste pour faire une allocution et repartir. Et le Figaro, regardez ce qu'il dit. D'après Hollande, Bouteflika pète la forme, excusez pour le terme. Alors, quand un chef d'État étranger se rend en Algérie, sa principale tâche diplomatique consiste en fait à informer le peuple algérien sur la santé vigoureuse du président Bouteflika. François Hollande, sitôt arrivé sur le tarmac de l'aéroport d'Alger, s'est donc prêté à la propagande du régime algérien avec application. Et nous allons écouter M. Hollande. Le président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité, cette capacité de jugement. Il a toutes les capacités, et il l'a montré, pour, je ne parle pas de ce qu'il peut faire pour l'Algérie, mais pour apporter sa sagesse et son jugement pour régler les crises du monde. Il n'y a pas eu ça, hein. Il y a eu Le Drian, il y a eu des tas de personnalités françaises qui ont parlé de M. Abdelaziz Bouteflika, qui ont discuté avec lui, même Macron lui-même. Oui, j'ai parlé avec lui au téléphone pendant 2 heures. Non, mais ce qu'il donne là, c'est-à-dire qu'on est comme sur le registre du faux. Il est en train de se substituer à un médecin. Oui. Un médecin qui peut quand même estimer apprécier ce qu'on peut appeler vulgairement les qualités intellectuelles du moins l'état de santé sur le plan cognitif d'un patient. Oui. C'est-à-dire que là, on est quand même sur le registre du faux, du mensonge. À plus forte raison que lui a dû certainement accéder au rapport des Invalides et du Val-de-Grâce. Où M. Bouteflika a séjourné très longtemps. On ne va pas nous parler de secret médical qui ne filtre pas. On a dû dire à M. Macron l'exact état de santé. Mais nous allons en arriver. Pourquoi font-ils ça? Pourquoi? Alors, Aziz Mouatz, pour respecter le tour de micro, Aziz Mouatz, vous avez entendu M. Hollande, vous avez entendu M. Macron, vous vous rappelez certainement du fameux communiqué de l'Élysée qui nous disait que M. Macron et M. Bouteflika ont échangé longuement au téléphone pendant plus de 2 heures, alors que tout le monde sait très pertinemment que M. Bouteflika n'est même pas capable de prononcer correctement son nom et son prénom. Qu'est-ce qui se cache derrière ces prises de risque? Parce que M. François Hollande, en prenant un tel risque, dans une véritable prise d'otage, parce qu'en fait, il s'est fait le complice d'une prise d'otage d'un président de la République, d'une institution, par son propre frère et par le chef d'état-major, M. Ahmed Gaït Saleh, qui était un véritable tandem. D'ailleurs, on les appelait comment on les appelait déjà? Les Gadou-Sadou. Gadou-Sadou. Et lui arrive, il se fait le complice. Mais pourquoi? Sachant que les échanges économiques entre la France et l'Algérie ne sont pas réellement exceptionnels. La France n'est plus le premier partenaire économique de l'Algérie. Les échanges, ma foi, ils sont importants, mais pas au point de nécessiter de telles prises de risque, de telles connivences. Pourquoi cette France-Algérie est-elle si douteuse et qu'elle engage des Français, des hommes d'État français au plus haut niveau de l'État français à de telles compromissions? Et écoutez, c'est pas parce que la balance commerciale ou la facture ce que récupère la France de ses échanges avec l'Algérie, qui est à peu près à hauteur de 10 milliards d'euros, d'abord c'est pas négligeable, mais en plus il y a cette influence supposée de la France sur l'Algérie depuis
la fin de la guerre d'indépendance, et toutes les puissances, quelles qu'elles soient, accordent ce crédit à la France parce qu'elle est très bien introduite. Et en plus, Hakim Haddad tout à l'heure en parlait un peu, il ne faut pas oublier que nous avons une communauté de plus d'1 million d'Algériens qui vivent en France. Donc cette communauté, c'est un million, vous êtes très très en deçà du vrai chiffre. Hein. Mais enfin, allez-y, poursuivez. Non, mais quand je dis 1 million, ça peut être 2 ou 3 millions si on compte les doubles nationalités, si on compte les alliances et tout, si on compte les amis de l'Algérie, parce qu'il y a beaucoup quand même de Français qui aiment l'Algérie et qui ont des affinités avec ce pays, né de la guerre de libération, justement. Donc il y a cette influence, elle n'est pas fausse. La preuve, le Hirak de la place de la République est aussi suivi que le Hirak de la place des Martyrs à Alger ou de la Grande Poste ou de la place Odin ou la d'Oran. Parce qu'il y a une très très forte communauté. En plus, elle est très active, elle est très agissante. Il est normal que le pouvoir français ils tiennent compte de cette donne. Oui, mais ils devraient en tenir compte dans le sens du Hirak, pas dans le sens du régime. Ils en tiennent compte aussi dans le sens de l'apaisement au niveau de la société française, au niveau des banlieues, au niveau du corps électoral, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui sont installés là-bas, qui votent, qui sont des citoyens à part entière et qui ont le droit. D'ailleurs, il faut regarder un peu ce que fait Mélenchon quand il essaye de s'attirer les bonnes grâces d'une partie de la population maghrébine de France. C'est incontestable. Ce lien né de la colonisation est un lien qui perdure au-delà. Et en plus, et là je voudrais revenir à mon avis à ce qui est fondamental, l'Algérie, de par sa position, elle a une influence considérable sur le Sahel, parce qu'elle est la porte du Sahel. Donc, quel que soit le pouvoir à Paris, il est obligé de négocier et peut-être d'avoir de l'influence sur le pouvoir. Mais c'est l'Algérie, Aziz Mouatz, qui a l'importance que vous lui donnez, pas le régime. C'est la position algérienne. Si demain le régime change, la position de l'Algérie, la position géographique, géostratégique, économique restera la même ou peut-être sera meilleure. Pourquoi ce régime l'État français s'attache-t-il au régime algérien, à cette junte, à cette oligarchie qui tient le pouvoir en Algérie, de façon illégitime? Si ce pouvoir avait été réellement porté au pouvoir par la volonté populaire, on aurait compris. Mais c'est loin d'être le cas. Et ça s'entend de loin aujourd'hui, puisque un peuple dans son entièreté est quasiment dans la rue chaque semaine. Ça n'est pas au pouvoir français ou au pouvoir extérieur à changer le régime en Algérie. Non, mais je répète que ce n'est pas ce que je dis. Pourquoi soutient-il à bout de bras un régime? Tout le monde sait que le 4e mandat a été le fait de François Hollande quasiment. Tout le monde sait qu'ils étaient prêts à soutenir un 5e mandat. Tout le monde sait qu'ils ont soutenu Gaïd Saleh. Tout le monde sait qu'ils ont accepté la fraude électorale de Tebboune sans vouloir faire la moindre nuance. On ne demande pas à la France d'aider le peuple algérien. On lui demande de ficher la paix, excusez pour le terme, au peuple algérien. C'est toute la différence. La question, c'est quoi, si la question, pourquoi, qu'est-ce qui fait courir la France? Pourquoi, malgré toutes les contradictions, la France soutient-elle un régime que son peuple rejette? En gros et dans le détail. La France ne soutient que ses intérêts. Mais il n'y a pas d'intérêt, justement. Il n'y a pas d'intérêt. Ah ben si. La France a des intérêts. Alors des intérêts qu'on nous cache, alors? Mais non, mais c'est des intérêts qui sont évidents. Il suffit de voir la balance commerciale. Eh bien, la balance commerciale ne mérite pas que la France s'engage ainsi avec un régime voyoucrate. Vous venez de le dire vous-même, elle est de l'ordre d'à peu près 10 milliards de dollars. Pour la France, 10 milliards de dollars, c'est 3 fois rien. C'est vous qui voyez, moi je n'ai pas cette somme, c'est dommage. Vous venez de le dire, vous avez dit, c'est à peu près... Oui, non, mais il y a des intérêts, au-delà, ne faisons pas la fine bouche, au-delà de l'Algérie, il y a ce que la France a comme influence au niveau du Sahel, et vous savez très bien que la puissance économique de la France, elle est tirée de ses anciennes colonies, et notamment de ce qui se trouve dans le sol et dans le sous-sol
du Niger, du Mali et des pays du Tchad, du Sahel. C'est une évidence. L'économie française, c'est pas uniquement ce qu'elle échange avec l'Algérie à travers les bateaux et la mer Méditerranée. L'économie de la France, elle tient aussi à ses réserves en uranium auxquelles elle tient absolument, puisque nous y voilà. Nous y voilà. C'est très bien de nous y avoir amenés. Allez-y, poursuivez. Et donc, il n'est pas dans l'intérêt de la France de créer une zone de tension au niveau de cette région. Ce n'est pas dans son intérêt. Il y a 3 jours, on a reçu en Algérie le président du Mali. C'est la première visite qu'il effectue à l'étranger. Il est normal qu'il la fasse à l'Algérie parce que l'Algérie est partie prenante dans le règlement du conflit malien. Ben, ça fait 50 ans qu'on essaye de sortir l'Algérie de ce conflit. Ben, ça fait 50 ans que les événements et les éléments du terrain font que l'Algérie est absolument présente parce que c'est un pays voisin, parce que c'est un pays qui a de l'influence, parce que c'est aussi un pays qui est écouté. Même si par ailleurs, moi je suis un opposant au régime, hein, vous le savez très bien. Je suis un opposant au régime, je suis un opposant au système, mais ça ne m'empêche pas de voir où sont les intérêts de mon pays et où sont les intérêts des autres pays. La France a beaucoup d'intérêts en Afrique et la déstabilisation de l'Algérie devrait forcément se traduire par une cette nouvelle disposition de la Constitution qui donne l'attitude à l'armée algérienne de pouvoir intervenir hors de ses frontières éventuellement et ces avis très tranchés de très nombreux observateurs qui estiment que c'est une réponse au soutien de la France au régime algérien pour pouvoir mettre à sa disposition l'armée algérienne au Mali pour remplacer au pied levé l'armée française. La réponse a été donnée il y a une semaine par le ministre des Affaires étrangères algérien qui s'est retrouvé à Kidal, qui a fait une réunion à Kidal, une ville que personne ne visite même pas sous la protection de l'armée française qui est présente là-bas. Et il a dit exactement ce que l'Algérie est capable de faire et ce qu'elle est en train de faire et ce qu'elle va faire. C'est soutenir le développement, soutenir la solidarité entre les populations et soutenir surtout la région où il y a des tribus qui débordent sur l'Algérie, qui se retrouvent au Niger, qui sont nos frères Touaregs. C'est une évidence. L'Algérie a beaucoup d'intérêt là-bas et elle a surtout un intérêt à ce que cette frontière-là elle reste telle qu'elle a été héritée de la colonisation, c'est-à-dire une frontière immuable qui a été validée par la charte de l'OEA en 1963. L'Algérie a un rôle à jouer, elle joue ce rôle et c'est parce que justement elle a un régime qui est puissant qu'elle peut jouer ce rôle-là et que c'est dans l'intérêt de personne de déstabiliser l'Algérie, parce que déstabiliser l'Algérie, regardez ce qui s'est passé en Libye, regardez ce qui s'est passé en Syrie, regardez ce qui se passe ailleurs. Si on déstabilise l'Algérie, on déstabilise toute l'Afrique du Nord. Et je vais vous dire le mot de la fin. Vous allez avoir un déferlement d'émigration à travers toute la Méditerranée. Et Dieu seul sait que ni l'Europe ni la France ne sont en mesure d'absorber ce flot d'immigration. Vous voyez ce qui se passe en Méditerranée. Boukhalifa. Pardon. Je pense qu'en termes d'analyse politique profonde, il faudra superposer des cartes. Donc une carte économique, une carte géopolitique, et comme l'a rappelé M. Moatz, c'est vrai qu'effectivement, l'Algérie n'est pas dans un cocon. Elle est dans un environnement géopolitique et géostratégique. Si maintenant on va s'atteler à déterminer la sphère d'influence réelle ou présupposée de la puissance française, en termes militaires bien sûr. C'est vrai que l'Algérie est c'est triste de le dire, mais elle constitue une variable d'ajustement dans le... Eh oui. Voilà, donc... et peut-être même plus. Par exemple, l'autorisation du survol des avions de l'aviation militaire française du territoire algérien. Après, dans la réalité, dans les bandes frontalières, on ne sait pas ce qui se passe. Oui. On n'a jamais su ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, en dehors du triste événement qui a touché une des bases Tignes-Touline, quand il y a eu ça, c'est-à-dire que il y a quand même à boire et à manger dans cet épisode sur lequel on n'aura pas, nous en tant qu'Algériens, on n'aura pas accès au rapport réel de ce qui s'est passé. Donc ces bandes frontalières, et même en allant un peu plus loin dans les pays du Sahel, on ne sait pas ce qui se passe dans ces bandes frontalières. On ne sait pas. Les coopérations militaires, en général, sont régies par une espèce de secret
C'est même pas un secret défense, parce que le secret défense, c'est-à-dire qu'on peut trouver, éventuellement dans 5-10 ans, ça pourrait être déclassifié. Absolument. Donc, Par contre, la manipulation du terrorisme, vous ne la trouverez pas même dans un siècle, dans les archives. Non, de toute façon, l'une des difficultés de ce genre de manœuvres, c'est qu'elles sont faites comme les marchés de gré à gré. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas une trace de ce qui s'est fait. Et demain, si le citoyen veut interroger l'État, entre parenthèses, sur des choses, il n'aura même pas de réponse à minima. C'est du non-dit qui restera du non-dit, c'est de l'informel qui restera de l'informel. Oui. Et puis, tout le monde sait que ce sont les États qui ont créé le terrorisme dans le Sahel, pour des raisons et d'autres. Tout le monde le sait, hein, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'Al-Qaïda du Maghreb, l'AQMI, a été créé et par la CIA et par le DRS algérien et d'autres partis aussi. Mais personne ne viendra vous le confirmer. Mais par contre, là, je vais être quand même beaucoup plus nuancé que ça. C'est-à-dire que l'occasion fait le larron. Je m'explique. L'occasion fait le larron. On sait que le Liban a été le théâtre de manipulations en tout genre. Les bandes frontalières, donc dans le sud algérien jusqu'aux pays voisins, donc ont été le théâtre de toutes les manipulations possibles et inimaginables. Sauf que nous, avant les années 90, on avait quand même une bande frontalière où il y avait quand même des trafics en tout genre. Il y avait des trafics en tout genre qui venaient de ces bandes frontalières. Et je pense, moi je me souviens de quelque chose qu'on avait vécu, mais qui était une vexation à l'époque. Étant étudiant à l'université à l'époque, on avait réussi, dans le cadre d'une grande action, à l'époque, il y avait des camps des Touaregs qui étaient fortement touchés par des épidémies. Donc il y avait des collectes de médicaments et tout. Les camps VA n'ont pas reçu l'autorisation d'aller délivrer ça. C'était dans le territoire algérien. Et à la même époque, le régime tambour-bâton avait organisé des collectes. C'était la première guerre du Golfe à l'époque pour les Irakiens. Oui. Mais ce qu'on avait su par la suite, c'est que ce n'était pas qu'un refus, tout simplement, mais c'était parce que c'était des zones de non-droit. Oui, oui. C'est des zones qui sont, d'un point de vue superficie, énormes. Les trafics en tout genre, qu'est-ce qu'ils impliquent? Ils impliquent les services de tous les États. Donc, il y a des zones où vous étiez à 2-3 pays frontaliers. Donc les zones proches de la Libye, de l'Algérie, et vous allez sur l'autre rive, c'était quand même énorme. C'était des trafics en tout genre. Où les services de sécurité sont les parrains de tout ce qui se passe. Moi, je me rappelle de ces histoires entre le GSPC et des généraux algériens, trafic en tout genre, dans la cigarette d'importation, dans la drogue, dans certaines autres choses qui se passaient en plein jour. Tout le monde savait, dans le Grand Sud, que c'était le GSPC de Ammar Ben Mokhtar, à l'époque Blaour, qu'on appelait, et 2 ou 3 généraux qui s'affichaient quasiment en plein souk. Il y avait le Hajj Beto avant. Hajj Beto, c'était avant. Oui. Ça, c'était une autre logique. Oui. Par contre, ce qu'il y a lieu de faire, je pense qu'il y a 2 choses à faire. Il y a l'histoire du terrorisme à faire, de toute façon. Donc, il y a une genèse sur laquelle il faudra revenir. Ce n'est pas l'écriture officielle. Donc, il faudra qu'on revienne là-dessus. Et il y a l'histoire de ces bandes frontalières où il y a des services en tout genre. Les services en tout genre qui sont là. Parce que, vous savez, vous allez partir dans cette bande frontalière, vous allez trouver de la technologie dernier cri. Les gens qui écumaient ces zones frontalières avaient tous des téléphones satellites, alors que la plupart des Algériens ne connaissaient pas ce que c'était qu'un téléphone portable. Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Oui, il y a beaucoup d'argent. Mais il y a tout ce qu'on veut dans ces régions-là, où il y a de très gros intérêts, autrement plus gros que la balance commerciale algéro-française. Non, mais comme il a dit aussi M. Aziz Mouatz, vous savez, quand la France n'est pas présente gratuitement au Mali, c'est ce que j'allais dire. Vous avez les mines d'uranium, ils ont besoin de sécuriser. C'est la centrale électrique de la France. C'est aussi vieux que le monde. À un moment donné, les expansions dans l'histoire ont été faites parce qu'il fallait
il fallait sécuriser les voies maritimes pour le commerce, il fallait sécuriser les voies pour acheminer les marchandises qui viennent des Andes, il fallait faire... réguler les flux migratoires. Mais sinon, Bouchelva, ce que je voulais vous demander, c'est qu'il y a un peu de tout, comme vous êtes en train de le dire, et des enjeux absolument faramineux qui sont vraiment autre chose que de la philanthropie, comme vient de le dire Aziz Mouatz au sujet de notre ministre des Affaires étrangères, qui va dire là-bas, nous sommes là pour aider les frères, pour faire ceci, pour faire cela. Et comme le dit si bien M. Macron aussi, la mission humanitaire de la France, combattre le terrorisme dans le Sahel, aider le Mali à se démocratiser, tout ça, je ne sais pas comment caractériser, c'est se moquer du monde. Non, mais il y a un facteur commun. Il y a un facteur commun qui est à tous ces pays, c'est qu'au lendemain des indépendances de ces pays, oui, les pouvoirs qui se sont installés, c'était des pouvoirs c'était des pouvoirs militaires. Et des pouvoirs proconsulaires. Oui, mais ça... Qui sont là pour représenter la France, en fait, et les intérêts de la France. Oui, mais d'une part, d'autre part, parce qu'ils se sont inscrits pour la plupart dans la continuité du régime colonial. Oui. Les symboles de l'État colonial ont été tout simplement repris par ceux qui ont pris le pouvoir. À Alger, le siège du gouvernement français de l'époque, oui, a été occupé au même titre par les arrivants. On a récupéré même les lieux de torture, comme la Villa Cézini, hein, soit dit en passant. Mais on a poussé aussi le mimétisme. Cette petite bourgeoisie qui n'existait pas dans la société algérienne, qui s'est retrouvée par la déferlante de cette mentalité pastorale qui est venue d'un peu partout, qui a occupé aussi les symboles de l'État colonial au lendemain, qui se sent... Voilà, ça c'est pour un peu la petite histoire. Mais le point commun, c'est que les pouvoirs qui se sont installés au lendemain des indépendances, ce sont tous des pouvoirs militaires. Très certainement. Justement, Hakim, est-ce que tout simplement, moi je me pose la question et je vous la pose, hein, est-ce que tout simplement ces régimes, les nôtres, ne sont pas dans des postures de proconsuls, de régimes proconsuls, qui sont là pour les intérêts de l'ancien colonisateur, transformé d'ores et déjà en néocolonisateur, avec des règles différentes, avec c'est plus souple, où on donne l'impression de respecter un État, de le soutenir, alors qu'en fait on soutient ses despotes, on soutient ses requins, on soutient ses prédateurs, on soutient ses assassins de masse. Est-ce que nous ne sommes pas plutôt dans cette conformation de régime proconsul qui est aux ordres de l'ancienne puissance tutélaire, de l'ancienne puissance coloniale? Alors, je pense que du côté Paris, ou l'Élysée, ou ce qui peut avoir cette velléité, oui, cela existe. De continuer, c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, de continuer, au-delà des intérêts d'État, de continuer à faire croire ou de continuer à faire vivre cette idée vieille de la vieille France, d'une certaine vieille France, du temps du colonialisme en tout cas, de la décolonisation, que l'Afrique et l'Algérie particulièrement sont toujours dans l'escarcelle française. Je parle au-delà des affaires d'intérêt économique, etc., qu'ils pensent que c'est encore chez eux. Donc oui, de ce côté-ci, oui, c'est ce que vous venez de dire. Par contre, en ce qui concerne les responsables algériens, ou en tout cas le régime algérien et ses supplétifs, moi je ne leur fais pas ce cadeau. Je refuse de dire qu'ils sont sous la responsabilité ou sous les ordres d'une autre puissance aussi importante soit-elle, et y compris de la France ancienne colonisateur. Ils sont responsables et ils doivent assumer les responsabilités de leur politique. Ensuite, s'ils veulent, comme c'est effectivement en partie le cas, se comporter comme des valets, excusez-moi cette expression, vis-à-vis de l'ancien colonisateur, libre à eux. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce sont des gens qui sont
contre notre gré, en train de diriger, en train de gouverner et de diriger ce pays, et ils le font de permettre à M. Macron, de permettre à M. Hollande, de permettre à M. Sarkozy, qui avait aussi dit des belles en son temps, et à d'autres avant de nous insulter de cette manière. Bien sûr que je le réprouve du côté des responsables français ou de ceux que je viens de nommer, mais j'en veux principalement, et je m'adresse principalement à l'autorité algérienne, à l'Algérie, pour lui signifier que je refuse ça et que ces choses-là ne peuvent plus durer. Donc, se comporter comme un valet, oui, mais dire qu'ils sont sous les ordres de la France, ou c'est les ordres d'autres puissances, bien évidemment, c'est particulier quand il s'agit de la France, eh ben c'est leur enlever, de mon point de vue, de la responsabilité dans les actes qu'ils sont en train de faire, et peut-être lors de procès qu'il y aura à faire dans le futur et contre le Hirak aura gagné. Moi, ce qui m'intéresse plus en ce qui concerne la France, en ce qui concerne, en tout cas en France, c'est pas leur pouvoir, parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, le pouvoir, enfin, l'État français et l'État profond essayent de défendre ses intérêts et supposément les intérêts de son peuple. Au passage, la France, c'est pas une sainte. Hein. Ce qu'elle fait avec le régime algérien, elle l'a fait et elle les a même nourris, et elle continue de le faire avec d'autres régimes en Afrique et avec d'autres régimes dans le monde. C'est notoire. Je veux dire, c'est pas... et on n'attend pas... Et personnellement, je n'attends pas d'elle autre chose. Je ne suis pas surpris. Par contre, ce qui devrait nous intéresser, en l'occurrence plus peut-être, c'est la population française, c'est les électrices et les électeurs français, l'opinion publique française. Et nous devons l'alerter, nous devons perpétuellement, c'est ce que certains d'entre nous font, même si on nous traite de plein de choses du côté sud de la Méditerranée, mais nous devons le faire. Nous devons informer. De la Méditerranée. Le côté nord de Non, je parle de l'Algérie. Ah, d'accord. Bref, c'est aussi aux élus français que nous devons nous adresser. Donc, c'est d'une certaine manière à la population française. Il y en a qui se sont rangés du côté du peuple algérien. Ceux qui n'ont pas été financés, notamment dans la campagne électorale n'a pas été... Monsieur Moitz, tout à l'heure, en parlait, effectivement. Et heureusement, il y a des amis de l'Algérie, des amis de la cause algérienne, donc qui sont là et qui nous soutiennent et qui sont avec nous. Donc c'est aussi à nous de faire le travail, parce que c'est pas à nous d'aller, comme le disait M. Moitz tout à l'heure, c'est pas à nous de dire à la France, nous ne sommes pas des ressortissants français, nous n'avons pas à donner, à montrer des politiques à faire aux autorités françaises. Par contre, nous devons informer les Français sur la politique, les politiques extérieures et les dangers des politiques extérieures et de la politique, par exemple, française en Algérie à travers le soutien à ce régime en permanence, le danger qui pèse sur eux-mêmes, sur la France, sur ses citoyens français. Donc c'est, je pense, plus avec ces gens-là que nous devons discuter, que nous devons sensibiliser et avec qui nous devons avoir plus de rapports qu'avec les autorités françaises dont on ne peut rien attendre et dont on ne doit rien attendre et qui défendent leurs intérêts avec bien évidemment des arrière-pensées machiavéliques, bien évidemment. Juste peut-être que au-delà des questions d'intérêt, parce que la période coloniale, notre guerre d'indépendance a beaucoup marqué en France, c'est peu de le dire, y compris depuis l'indépendance. Peut-être, à voir du côté de Macron, peut-être que les nouvelles générations d'hommes et de femmes politiques qui sont en train de poindre en France et qui sont d'une certaine manière, peut-être pas physiquement, mais politiquement en train d'enterrer les anciennes générations, peut-être qu'il y aura une nouvelle vision, qu'il y aura une nouvelle approche pour de nouveaux rapports avec d'anciennes colonies et en particulier l'Algérie. A pu faire passer les quelques mesures qu'il a prises, les quelques gestes de mémoire, parce que l'actuelle opinion publique française
n'est plus aussi, j'allais dire... Elle l'est encore, mais voilà. pas autant qu'avant, effectivement. Oui. Et on avance sur ces questions, même si M. Macron, en faisant ces petits gestes, c'est aussi à la communauté algérienne binationale qui pourrait voter l'année prochaine, c'est aussi à elle qui fait du pied. Alors, nous allons entamer deux volets très différents l'un de l'autre, mais tout aussi importants. Le premier est celui de la presse française, des moyens de communication, des médias français pour ce qui est de l'actualité algérienne. Et le deuxième sera la présence massive de quasiment tous les barons du régime en France. Leurs familles, leurs fortunes, y compris surtout. Et pas seulement. De quasiment tous les grands, richissimes hommes d'affaires qui se servent de la France comme d'une véritable plaque tournante pour le blanchiment d'argent, notamment de la surfacturation. Mais d'abord, au sujet de la presse, vous savez que le ministre, M. Belhammer, ministre ministre de la publicité, comme l'appellent certains journalistes, et aussi porte-parole du gouvernement, qui a violemment interpellé France 24, curieusement, puisque jusque-là, France 24 a toujours roulé dans le sens du poil du régime. Au point où, quand il parlait des manifestations parisiennes, au début, il disait quelques centaines de manifestants. Et quand nous les avions interpellés, ils ont dit quelques milliers, difficilement. Au point où France 24 se faisait quasiment convoquer pour aller couvrir des événements et pas d'autres. Alors, ces derniers temps, il semble que France 24 se soit un peu libérée de cette étreinte. Et tout aussitôt, un communiqué du ministère relayé par l'APS, où le ministre algérien de la Communication, donc, a, je le cite, « un dernier avertissement avant retrait définitif de l'accréditation a été adressé à France 24 ». Et il poursuit, « le parti pris de France 24 », parce que pour une fois, elle a essayé de dire un peu les choses, pas beaucoup encore. « Le parti pris de France 24 dans la couverture des marches du vendredi est flagrant, allant jusqu'à recourir sans retenue aucune à des images d'archives pour les antidater, afin de porter secours à un résidu antinational constitué d'organisations réactionnaires ou séparatistes aux ramifications internationales. » Fin de citation. Une mise en garde contre ce qui s'apparente à une activité subversive, il parle de France 24, illustrée par des pratiques peu professionnelles hostiles à notre pays. La ligne éditoriale de France 24 est construite sur les slogans hostiles à notre pays, son indépendance et sa souveraineté, ses services de sécurité, à son armée nationale populaire. Elle s'efforce de régénérer coûte que coûte ces bouleversements préfabriqués, contre-révolutionnaires, fomentés par des ONG ayant pignon sur rue à Paris, pour ne pas vous citer, et dans d'autres capitales européennes. Langue de bois sortie tout droit des années 60. Alors, réponse de France 24. Réponse, je les cite littéralement. Nous essayons de faire notre travail le plus honnêtement possible. Nous faisons juste notre travail de journaliste dans le respect des règles en vigueur. Et plus loin, nous n'avons pas de parti pris et encore moins d'agenda quelconque destiné à nuire à qui que ce soit. Vous voyez, c'est très lapidaire, très neutre. Et le quai d'Orsay, c'est important de le... Alors, on va le mettre à l'antenne. Voilà. Le ministre algérien de la Communication menace la chaîne de télévision internationale France 24 de retrait définitif d'accréditation en raison, selon lui, de son parti pris flagrant dans la couverture du Hirak. Quelle est la réaction de la France? Avez-vous protesté auprès des autorités algériennes? Alors, la réponse, la France défend la... Ça, c'est le Quai d'Orsay, hein. La France défend la liberté de la presse partout dans le monde, ainsi que la sécurité des journalistes et de tous ceux dont l'expression concourt au débat public. La liberté d'informer est un droit fondamental qui doit partout être protégé. Alors, je rappelle que, juste avant de vous donner la parole, en commençant par Aziz Mouatz, que jusque-là, les médias français ont été particulièrement parcimonieux
en termes d'information sur le Hirak parisien. Je me rappelle, au Khalfa, 1er novembre 2019, il y avait 80 000 Algériens sur les rues de Paris, dans une marche parfaitement civique, bien organisée. Pas un mot, pas une ligne. Et ça ne peut pas être un hasard. Pas un mot, pas une ligne, pour la plus grosse manifestation française en France. La plus grosse de l'année. Et donc, d'un seul coup, voilà, il semble que le torchon brûle et que le régime algérien semble s'être offusqué, que certains journalistes puissent penser faire leur travail sérieusement pour ce qui est de la couverture du Hirak Aziz Mouatz. Oui, je voudrais rappeler quand même que pendant très longtemps, on s'est demandé si France 24 n'était pas un peu la chaîne officielle algérienne. N'est-ce pas sur cette chaîne que le président de la République algérienne a adressé ses vœux lors de la fête de l'indépendance, le 5 juillet dernier? Ça nous a un peu interpellés. Moi, personnellement, en tant qu'orphelin de guerre, je peux vous dire que ça m'a heurté. Personnellement, je trouvais que ce n'était pas logique qu'un président de la République s'adresse sur une chaîne étrangère, surtout pas à l'occasion de la fête nationale. Il peut le faire à n'importe quelle occasion, mais pas à l'occasion de la fête nationale. Je n'ai pas compris par qui il était conseillé, ni comment on peut faire une telle dérive. Maintenant, en ce qui concerne la réaction du ministre de la Communication, je pense qu'il est dans sa logique, il est normal. On ne veut pas reconnaître que le Hirak, pendant une année, à cause de la pandémie, il s'est retiré dans ses intérieurs et que là, à la moindre occasion, il est revenu en force. Je fais partie avec Hakim Haddad et avec tous les amis du Hirak de ceux qui pensent que le Hirak est définitivement ancré dans la société algérienne et que ça va être une revendication irréversible. Donc, faire croire qu'il n'y a pas de Hirak, qu'il n'y a plus de manifestations. Les amis d'Oran et de quelques autres villes ont même parlé de pression et de répression de la part des forces de l'ordre. Je n'ai pas à les démentir mais je constate qu'ils ont fait des communiqués en disant qu'il y a eu une terrible répression. Et donc, il est normal que le ministre algérien, dans le rôle, est de dire la vérité, de ne pas montrer ce qu'est véritablement le Hirak. Je pense que c'est dans les calculs du pouvoir algérien, le Hirak devait mourir de sa belle mort. Malheureusement, le Hirak ne peut pas mourir. Il faut qu'on le leur dise définitivement et il ne mourra pas. Les gens continuent de sortir, même avec la répression, ils continueront de sortir. L'idéal pour nous et pour moi en tant qu'Algérien vivant en Algérie, ça serait que justement on ouvre le débat dans les télévisions publiques algériennes et peut-être même dans les télévisions privées algériennes, qui ne parlent pas du tout de ce mouvement, alors qu'il y a encore des milliers, voire des millions d'Algériens qui tous les mardis et tous les vendredis sortent dans la rue pour dire on veut changer de système, on veut changer de régime, on veut la liberté pour les détenus d'opinion et on ne veut plus de répression. Alors, Boukhalifa. En fait, dans un pays comme la France, il y a des réseaux qui régissent le fonctionnement du monde de l'information. S'il y a un intérêt, donc je parle du secteur privé, donc s'il y a un intérêt à y aller, donc il n'hésite pas. Par contre, s'il y a un intérêt à perdre, donc ils n'y vont pas non plus. Il y a aussi le fait qu'il faut que l'information intéresse l'opinion publique. Je crois que c'est le premier facteur. Oui. Si elle ne fait pas vendre, même si elle est très importante pour les concernés, elle n'est pas traitée. Alors, il faut le dire aussi. Hein. Regardez aussi en parallèle des manifestations de la Révolution à Paris, ce qu'il y avait, vous aviez quand même les Gilets jaunes, oui, qui ont eu une surcouverture médiatique. Oui. Mais il n'y avait pas de couverture médiatique tant que c'était des manifestations qui étaient calmes. Oui, c'est vrai. Par contre, quand elles étaient violentes, oui. Ça a fait exploser. Effectivement. Donc vous avez ce qu'on appelle les chaînes d'information en continu, qui ont eu quand même une lourde responsabilité dans une déconstruction à charge de ce mouvement des Gilets jaunes. Donc on les a traités de tout, d'extrême droite, de ce que vous voulez. Voilà. Mais ce qu'il faudra retenir, c'est qu'il y a des médias lourds
qui donne la tendance en France. Vous prenez les unes du Figaro et du Monde. Sud-Ouest. C'est-à-dire que c'est surtout les deux. Hein, les deux. Combien de unes ont été consacrées à ce qui se passait en Algérie? Même s'il y a changement de paradigme, on a des sites Ces derniers temps, c'est de plus en plus couvert. Hein. Le Monde et le Figaro, notamment. De plus en plus couvert. Oui, parce qu'il y a quand même un travail de fond qui a été fait par les militants. Par la diaspora, par la communauté algérienne en France. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous avez des militants algériens présents dans le Hirak en France, qui maîtrisent quand même ces codes, qui sont dans qui communiquent. les réseaux. Nous, notre ONG, quand on envoyait nos déclarations, elles ne passaient pas systématiquement. Parce qu'à un moment donné, il fallait revoir. Est-ce qu'elles n'obéissent pas à un certain canon? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dérangerait peut-être? Est-ce que c'était mal perçu? Donc il fallait quand même retravailler tout cela pour que ça puisse passer. Donc c'est tout un apprentissage et on n'est pas dans un environnement qui nous est fondamentalement favorable. Oui. Par contre, ce qu'on a reçu, on a reçu le soutien quand même des organisations de la société, Reporters sans frontières, Fédération française des droits de l'homme, et un tas d'ONG françaises qui, quand même, à la limite, nous apportent un petit peu leur savoir-faire, mais pas plus. Le reste, c'est à nous de le faire. Bien sûr. C'est à nous de le faire. Le blackout médiatique, si on lance le concept comme ça, tout simplement, et qu'on n'explique pas, ça veut dire qu'on va donner l'impression comme que c'est un complot. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Absolument. C'est-à-dire que vous n'avez pas su intéresser. En fait. Oui. Ici, l'événement, c'est excusez-moi de le dire de manière un peu vulgaire, l'événement médiatique... C'est à l'événement d'aller vers le média. Non, quasiment. Surtout, mais l'événement en lui-même doit être une marchandise qui doit offrir une plus-value. Absolument. Une plus-value. Absolument. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un documentaire sur France 5, qui vaut ce qu'il vaut. Qui vaut ce qu'il vaut. Voilà. Mais moi, ma devise et la devise de mes amis de Riposte, c'est tant que les lions n'ont pas leurs propres historiens, les récits des chasses vont tourner toujours à l'avantage des chasseurs. Et ça, c'est une évidence. Nous ne disposons pas, en dehors du canal que vous nous offrez quand on vient ici. Oui. Il n'y a quasiment rien. Il n'y a quasiment rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quels sont les supports médiatiques qui viennent? Je ne vais pas dire qui vont prendre fait et cause pour la Révolution. Non. Mais accepter de couvrir. Tout simplement. Et d'une part, de permettre qu'il y ait un débat. Absolument. Aussi, même à la limite, un débat contradictoire. C'est un média qui devrait donc servir à faire passer l'information, tout simplement. Et ce n'est pas le cas, il y a des portes fermées. Voilà. Et aujourd'hui, je ne pense pas que les chaînes algériennes, privées soient-elles, vont assurer ce service, puisqu'elles sont toujours tributrices du sinistre Goebbels qui a tenu ses propos. Oui. Et je note au passage que les éléments de langage de M. Belhimar ont été savamment repris et bien distribués avec une bonne qualité de service après-vente avec le conseiller du premier secrétaire du FFS que vous avez reçu ici. Ah. Qui malheureusement... c'est dommage. C'est dommage. Oui, mais sans être sexiste, un vieux mineur de chez nous disait que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Voilà. Hakim Haddad. Hakim Haddad. Oui, plus de ce qui vient d'être dit, c'est... faut pas être dupe. Les gros médias français, et je n'incrimine pas ou je ne vise pas les journalistes, mais les patrons de presse de manière générale, leur accointance avec le milieu politique et le milieu des affaires. Voilà, donc votre question sur la presse, et en tout cas les patrons de presse, même si je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, probablement qu'ils ne sont pas tous comme des Bolloré ou d'autres, mais ont des rapports et ont des intérêts, et donc d'un commun accord avec l'option politique et l'option affairiste, choisissent ce qui doit être couvert, ce qui doit être plus forte raison que ça n'intéresse pas l'opinion publique, particulièrement, je veux dire. Ça veut dire, bon, c'est facile de s'en débarrasser, puisque de toute façon, personne ne va en parler. En tout cas, c'est difficile de ne pas parler d'une révolution qui a duré 1 an, parce qu'on parle depuis 2010. Jusqu'à son interruption Covid. Jusqu'à son interruption
par les hirakistes eux-mêmes, ils n'en ont pas énormément parlé. Et quand on les interpellait, je faisais partie de certains qui disaient mais pourquoi, y compris sur leur plateau, les rares fois où nous tendait le micro, mais faites votre travail. Et tout ce qu'ils avaient à dire, qui est aussi une partie de la vérité, c'est que vos autorités, parlant des nôtres, ne nous donnent pas les visas pour venir couvrir. Voilà. Oui. C'est aussi une réalité. Oui. Mais on ne peut pas, comment dire... Mais même ici en France, ils ne couvrent pas. Même, effectivement. Même donc, ici. Je vais dans ce sens. Voilà. Donc on ne peut pas... Il n'y a aucune couverture du Hirak. Et je suis d'accord avec vous, la non-couverture scandaleuse de la part de la presse française sur les marches qui ont lieu ici en France. Voilà. Donc on voit que ça touche particulièrement l'Algérie, et je pense que ce n'est pas innocent, et ce n'est pas il y a de la connivence. À dissocier. Il y a de la connivence. Effectivement, oui, il y a de la connivence. Je pense, encore une fois, que les grands, j'insiste sur ça, les grands patrons de presse, les responsables de ces grosses chaînes, sont dignes des jeunes, dignes avec des hommes et des femmes politiques de ce pays, et avec des gens qui sont dans le milieu de l'économie et des milieux de la finance, et donc choisissent ensemble les chemins que les trois catégories parcourront, y compris le soutien d'une manière ou d'une autre, parce que le silence, c'est un soutien au régime algérien. Le silence par les médias français de ce qui se passe là, de ce qui s'est passé là-bas depuis ces 2 dernières années, parce que même si on ne peut pas enlever l'année du Covid, l'année des suspensions, parce qu'il y avait de quoi parler, il y avait de quoi dire la répression, les condamnations, les procès, etc. Je ne vois pas pourquoi on en parle quand c'est au bout du monde, et c'est important d'en parler, et qu'on n'en parle pas quand c'est de l'autre côté de la Méditerranée. Donc voilà, tout ça me fait dire que ce n'est pas juste la presse, ce n'est pas juste le journalisme qui est en jeu là-dedans, c'est aussi, ou le droit d'être informé ou d'informer, c'est aussi d'autres intérêts qui sont liés aux premières questions que vous nous avez posées, liées à la situation de la France en Afrique du Nord, en Algérie, liées, comme le disait M. Mouetz, aux intérêts de la France dans le Sahel, etc. Et une grosse partie de la presse, en tout cas cette grosse presse, ces gros médias, jouent le jeu très bien, voilà, pour ne pas dire encore mieux que ce qu'il aurait demandé par des fois. Et je rappelle, en l'occasion, un exemple typique d'une répression sourde et silencieuse exercée contre ceux qui sortent des sentiers battus de cette connivence non dite. Jean-Baptiste Rivoire et Lounis Agoun, rappelez-vous, quand ils avaient commis la France-Algérie, c'est un ouvrage magistral qui contient des informations énormissimes et qui a été l'objet d'un ostracisme, d'un blackout absolument scandaleux. Il y a aussi l'autre livre de Lounis Agoun, La colonie française en Algérie, 200 ans d'inavouables rapines et péculats. On n'en entend pas parler, mais alors pas du tout, parce que M. Lounis Agoun est passé dans le mauvais côté du soleil, j'allais dire. Je ne veux pas prendre votre émission, mais peut-être que l'idée, une suggestion simplement, peut-être qu'il serait intéressant d'inviter 1 ou 2 journalistes français qui travailleraient sur ces chaînes, un journaliste français, exact, c'est déjà justement pour déjà dans l'agenda. Voilà. Merci en tout cas. Alors, dernier tour de micro, mais je vous demanderai d'aller un peu vite parce que je voudrais... je remercie d'abord nos téléspectateurs qui, à travers ma page Facebook, sont en train de vous poser des dizaines et des dizaines de questions. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de vous les poser, mais nous les poserons et elles n'auront pas de réponse cette fois-ci. Mais le dernier tour de micro, c'est autour des Algériens installés en France. Et je ne parle pas des Algériens lambda qui viennent travailler. Je parle de ceux qui ont généralement soit des hautes fonctions, de hautes charges dans l'État algérien, puisqu'il faut l'appeler comme ça, et qui sont quasiment presque tous ici. Presque tous. Les walis, les ministres. Par exemple, nous avons un chiffre de 700 ministres algériens depuis l'indépendance du pays. Sur les 700, il semble que 500 se soient installés en France, avec femmes, enfants, bagages, fortune, etc. Et ils ne sont pas tous malhonnêtes, il faut bien le rappeler. Certains ne se sont installés qu'avec leur traitement, ce qu'ils perçoivent de l'État algérien, pour ne pas jeter la pierre à tout le monde. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des milliers d'ex-militaires,
Il y a des dizaines de milliers de gestionnaires de très haut niveau dans le secteur public ou l'ex-secteur public. Il y a des capitaines d'industrie, appelons-les comme ça, mais mettons-les entre guillemets, n'est-ce pas, qui sont là et qui ont ramené en France des sommes colossales, à peine inimaginables, via la fameuse surfacturation, dont les autorités françaises savent parfaitement que c'est un argent blanchi, mais qui ferment l'œil sur tout ça. Et donc, sur ces gens, en commençant par Aziz Mouatz, en vous demandant de ne pas dépasser les 2 minutes et en vous demandant pardon de vous astreindre à une telle limite, à votre avis, est-ce que tous les Algériens de très haut niveau, entre guillemets, financiers ou à travers leurs fonctions, est-ce qu'ils pèsent aussi sur les relations françaises d'une certaine manière? Non, à part ceux qui ont détourné beaucoup d'argent, je ne comprends pas que l'État français, qui possède les moyens légaux, au moins de leur exiger l'origine de leur argent, ne fasse rien. C'est ce qu'on leur demande. Le reste, si quelqu'un veut s'installer en France, que Dieu lui prête longue vie. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui ont détourné de l'argent, beaucoup d'argent, soit par les surfacturations, comme vous le dites, soit par des valises. Et ceux-là, je ne comprends pas qu'au niveau de la France, qu'ils aient acheté des terrains, qu'ils aient acheté des châteaux, de l'immobilier, qui se soient installés. Je ne comprends pas que la France ne fasse pas un effort, d'abord pour les recenser. Mais ça, je sais qu'elle les a recensés parce qu'elle a les moyens. Et j'aimerais que ces fortunes mal acquises soient restituées au peuple algérien, point barre. Bouchelva. Ça fait partie de l'exercice aussi. Donc il y a des voies légales. Il y a des voies légales par lesquelles le mouvement révolutionnaire peut trouver les voies et moyens pour aller faire des démarches sur le plan juridique pour tout ça. Par contre, cela suppose aussi il faut créer des antécédents. Il faut créer des antécédents parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de pointer un tel ou un tel par quelle opération du Saint-Esprit les fonds sont arrivés ici pour des acquisitions immobilières ou autres. C'est un drame chez nous parce que pour l'instant, nous restons sur des... On a dit, il y a un tel, il y a un tel. Donc tant que la démarche n'est pas faite, et puis je pense qu'aussi, si une démarche est faite, les gens qui n'ont rien à se reprocher peuvent d'eux-mêmes se justifier par anticipation. Aujourd'hui, moi... Faire une déclaration. Oui, moi, à la limite, moi, ça ne me gêne pas parce que je pense qu'il y va de l'éthique. On ne peut pas réclamer un état de droit sans pour autant être exemplaire soi-même. Absolument. Ce n'est pas pareil. Moi, les lampistes qui ont acheté un petit truc, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça qui est intéressant. Oui. Mais quand on multiplie le phénomène sur plus grande échéance, je pense que le peuple algérien... Il est question pour certains de milliards de dollars. Oui, vous savez... ou de centaines de millions d'euros ou de dollars. Oui. Moi, ma conviction, c'est que les Algériens, l'Algérie est un pays profondément résilient. Parce qu'au sortir des 10 ans de guerre civile, ce pays aurait pu disparaître. Il n'a pas disparu. Oui. Il y a ce formidable élan révolutionnaire qui est pacifique, l'a démontré. Je pense que les Algériens ont besoin de justice, mais ils n'ont pas soif de sang. Très bien. Oui, quelle belle formule. En effet. Oui, sur l'argent. Moi d'abord, je le dis franchement, je ne suis pas pour pointer les gens individuellement. Très franchement, je ne dirais pas certains noms qui ont été pointés et par qui ils ont été pointés. Bon, c'est des vies privées. Les familles, c'est des vies privées. Comme vous l'avez dit vous-même, il y a des gens qui se sont installés ici et qui n'ont rien à craindre de la justice en France et d'une éventuelle justice. Voilà. Il faut le souligner. Donc aller devant leurs appartements, etc., oui. etc. Même des personnes qui ont fait partie du règne bouteflikien, oui. Voilà, il faut que ce soit prouvé. Et je vais dans le sens de l'ami Bouchelva, il faut qu'on se professionnalise.
également. Ce n'est pas juste sur de l'invective ou sur des accusations lancées en l'air. On sait que c'est une réalité. Et une grosse réalité, ce que vous êtes en train de dire. Mais il faut pouvoir le prouver. Absolument. Et il faut donc travailler à ça avec des gens qui sont spécialistes sur ces questions. Pourquoi la diaspora algérienne ne le fait pas? Et qui sont spécialisés. Pourquoi le Irak parisien ne le fait pas? Et également, je finis, et également le travailler en commun avec des Français. Parce que c'est dans leur pays que c'est en train de se faire, et c'est leur pays qui laisse faire ces choses-là. C'est d'un commun accord, c'est en commun qu'on doit y travailler. Ensuite, pourquoi elle ne le fait pas? D'abord, je ne pense pas qu'elle ne le fasse pas. Je pense qu'il y a des gens... Pardon de vous interrompre. Je veux dire engager des avocats, des détectives, cotiser... La réflexion est largement entamée, elle est avancée. Ah, d'accord. La réflexion. Non, la réflexion... Ça veut dire que nous allons y aller? Non, nous, on y est. D'accord. Nous, on y est. Qui y sont déjà. D'accord. Nous, on y est. Nous, on y est, c'est que, par contre... Des investigations? Nous, on n'investigue pas. Nous, on est, la procédure, elle est juridique. Donc, il y a à peu près une quinzaine d'avocats qui travaillent avec nous, sur lesquels des procédures, sur des dossiers à ouvrir. Donc, nous, on n'est pas des justiciers. Il y a des citoyens qui, à travers notre plateforme, nous donnent des informations. Nous, on les communique. Après, à travers une action qui va être faite et portée par des juristes, par des avocats. Donc, nous, on ne veut pas stigmatiser des gens. Bien sûr, le but, c'est qu'une démarche soit faite. Alors, pourquoi à l'intérieur du Hirak parisien, chaque groupe a ses priorités. Chaque groupe a sa stratégie. Par contre, ce qui, en ce moment, est malheureux de le dire, c'est dommage, on n'a pas le temps souvent de l'aborder, c'est les stratégies de la tension. Oui. Et maintenant, nous avons les stratégies de la tension et de la victimisation. Absolument. Voilà, donc ce qui se passe sur les 2-3 derniers week-ends est quand même important. Exact. Mais en profondeur, donc, il y a des gens dans le mouvement révolutionnaire qui travaillent. Vous savez, je pense qu'on n'a pas besoin de le crier sur tous les toits. Ça se fait. Voilà. Surtout ce genre de choses. Voilà. Alors, encore plus ce genre de choses. Je me permets de vous interrompre pour lire les questions. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à une ou deux. Alors, Roger Saïd, pensez-vous qu'une vraie première république algérienne démocratique entraînera de facto la France à embrasser sa 6e république, puisque sa 5e s'est bâtie sur le dos de l'Algérie? Messoudi Samira, parce que c'est un régime illégitime, faible, donc il doit tout céder et obéir. Slimane Kaoud, la réponse est évidente, intérêt, intérêt, intérêt. Vous remarquez que notre pays s'entend parfaitement avec les 4 plus grandes puissances mondiales, USA, Russie, Chine et France. Karim KDP, hier silence coupable, aujourd'hui silence complice. Hypothèse, géopolitique, intérêt économique et néocapitalisme, proximité sécuritaire, néocolonialisme, la liste est longue. Kamel Bouchelkia, les pays de l'Occident soutiennent leurs intérêts économiques. C'est la politique mercantile qui prime sur les droits humains. Khalida Kali Kassi, pour protéger leurs intérêts, ou plutôt ceux qui nous ont volés ou ce qui leur a été cédé par ces mafieux au pouvoir et garder la main sur le pays, sur toute une région. Ramadan Belkacemi, c'est aussi simple que bonjour, toujours leurs intérêts stratégiques, c'est pas pour les beaux yeux de Siteboun. Alors, si vous le voulez bien, chacun de vous répond à une de ces questions, de ces remarques, 1 minute chacun. Aziz Mouatz, puisque nous avons commencé par vous. Aziz Mouatz. Justement. Oui. Oui. Allez-y, si vous voulez commenter une de ces remarques ou répondre à une de ces questions. C'est très important que vous fassiez participer vos téléspectateurs et vos auditeurs, parce que c'est aussi un moyen de communication, et je pense que, quels que soient les actes qui sont faits par les uns et par les autres, les réseaux sociaux finiront toujours par faire passer l'information. À mon avis, il vaut mieux s'adapter que d'essayer de contourner tout ce phénomène. C'est un phénomène planétaire et les Algériens ont pris conscience qu'ils pouvaient faire passer l'information à travers les réseaux sociaux, c'est ce qu'ils font. Et c'est comme ça qu'on a l'information. J'aimerais juste que le débit Internet soit un peu plus conséquent pour répondre aux besoins de cette demande. Et je fais confiance à cette jeunesse qui a pris en main sa destinée. Merci Aziz Mouatz. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Boukhalifa.
Moi, je dirais tout simplement, chez nous, il faudra que ce rapport de force arrive à faire prendre une décision au pouvoir militaire que le coût de son maintien est plus cher que son départ. À partir du moment où ils seront arrivés à cette conclusion, que ça risque de leur coûter plus cher de se maintenir au pouvoir que de rester. Je pense qu'à ce moment-là, les soubresauts de la transition vont pouvoir s'entamer et qu'à ce moment-là, nous devons être prêts. On ne doit pas vivre le début de la transition comme étant quelque chose qu'on découvre du jour au lendemain, parce qu'on va se faire fatalement déposséder des finalités de cette révolution. Hakim. Il n'y a pas grand-chose à répondre à vos téléspectateurs, parce qu'en fait, ils auraient pu être invités comme nous ici sur ce plateau. Et apparemment, nous partageons presque tous les avis, le même avis sur question d'intérêt. Voilà, et rien ne force le pouvoir algérien à accepter ce qui lui est demandé par Paris. Voilà. Moi, je voudrais juste, puisqu'il nous reste quelques minutes, mais ce serait bien, en tout cas, parlons d'avenir, de revenir assez rapidement sur ça. C'est effectivement que le pouvoir algérien comprenne qu'il risque de lui coûter beaucoup plus cher à lui-même, parce que c'est même pas plus de nous-mêmes ou de l'Algérie qu'on est en train de parler, c'est de lui-même. Effectivement, moi par contre, je m'adresserai à nous, au Hirak, en Algérie et ailleurs. Je pense que le temps est arrivé maintenant d'aller ensemble vers une initiative nationale, véritablement une initiative nationale qui réunisse tous les courants, qui réunissent les individus peut-être les plus en vue sur l'ensemble du territoire national, bien évidemment impliqués dans le Hirak, mais également vous, la diaspora en particulier, qui doit être représentée, une conférence nationale, un congrès national, une rencontre nationale qui, je le dirais en une phrase, qui produise une feuille de route de l'ensemble des feuilles de route qui ont été proposées par différents collectifs. Il faut qu'on aille aussi, nous, vers des propositions entre nous, le Hirak, et je ne parle pas vis-à-vis du pouvoir, parce que lui, il avance, même s'il avance mal comme nous le pensons, il avance, et il faut que nous aussi, on prenne de l'avance sur lui, puisqu'on veut qu'il parte, et nous y arriverons. Hakim Haddad, merci beaucoup. Boukhalifa Ben Mamar, merci beaucoup. Aziz Mouatz, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Merci de nous avoir posé vos questions et fait vos commentaires. Dommage que nous n'ayons pas pu toutes les dire, mais nous allons essayer de nous organiser à l'avenir sur cette histoire de vos commentaires et de vos questions. Sinon, بقاو على خير بسلامة وما تنساوش سلمية سلمية خوا خوا.